L'art de la quiétude, c'est le chat qui nous apaise. Véronique Ayache. Comment définir la méditation ? Jambes pliées en tailleur, dos dressé vers le ciel, souffle profond, lent, régulier. Les paupières sont closes, ou pas. Les paumes des mains peuvent couvrir les genoux. Les pulpes des pouces peuvent aussi embrasser celles des index, ou pas. La lumière vient des étoiles, du soleil ou d'une bougie. Le bruit n'a pas son mot à dire. L'air entre et sort des poumons. Petit à petit, la tempête des idées se calme, le monologue intérieur se tait. La pensée devient limpide et les muscles se décrispent. Plongé dans un doux corps à corps avec le silence, l'homme peut à présent sentir battre le cœur du monde. Cet homme-là est préhistorique. Cet homme-là est le chaman d'une tribu amazonienne. Il est égyptien au service de Bast. Il est maître yogi en Inde au temps de Bouddha. Cet homme est moine dans un temple tibétain ou marchand de fruits en Thaïlande. Il est chef d'entreprise fortuné ou gardien de mosquée. Cet homme-là n'a ni âge, ni patrie. Il médite, partout sur Terre et depuis la nuit des temps. Nul ne connaît avec exactitude l'origine de la méditation. D'aucuns disent qu'elle a été découverte en même temps que le feu. D'autres pensent que sa pratique remonte à 15 000 ans, à l'époque où les sages et les guérisseurs contemplaient la Voie lactée pour entrer en transe. Qu'importe finalement comment et par qui la méditation a été instaurée. L'essentiel est d'en comprendre les mécanismes et les bienfaits qui légitiment son universalité. L'essentiel est de savoir pourquoi nos amis à moustache lui sont à ce point favorables. C'est à un écrivain contemporain que l'on doit la première explication sur la place du chat dans la méditation. Dans son roman intitulé « Comme un fleuve qui coule », Paulo Coelho raconte l'histoire d'un grand maître bouddhiste zen et de son chat. Comme le prophète Mahomet, ce sage vouait une passion pour son compagnon et n'aimait pas s'en séparer. Jusqu'à la fin de sa vie, il l'a emmené partout, même dans ses leçons de méditation. Lorsqu'il quitta ce monde, ses élèves se sont interrogés sur le sort du chat. Qu'allait-il pouvoir en faire ? Fallait-il qu'il le chasse du temple ? La réponse fut donnée par le nouveau maître du lieu. En hommage à la mémoire de son prédécesseur, il décida de garder le félin et de ne pas changer ses habitudes. Les moines des temples voisins ne tardèrent à découvrir l'existence de l'hôte insolite et de sa participation active aux séances de méditation. De bouche à oreille, ils répandirent l'histoire. Quand le chat mourut à son tour, les moines ne mirent guère de temps à le remplacer. La présence de l'animal leur était devenue trop précieuse pour réussir à s'en passer. Ils ignoraient qu'entre-temps, les sages des alentours avaient emboîté leurs pas et que chaque monastère comptait désormais un félin dédié à la méditation. Une génération plus tard, l'importance du chat dans la méditation zen n'avait plus à convaincre. Parmi les traités publiés sur le sujet, un professeur d'université consacra une thèse, validée par la communauté académique, dans laquelle il affirmait que le félin avait la capacité d'augmenter la concentration humaine et d'éliminer les énergies négatives. Mythe ou réalité, cette histoire est trop belle pour ne pas être racontée, et n'entache en rien la vérité des faits. Depuis l'Inde antique, où il est arrivé en même temps que le bouddhisme, le chat est resté le compagnon préféré des moines, qui se trouvent sur la terre de Bouddha, en Chine, en Corée, en Thaïlande ou au Japon. Lecture par Pauline Racine, composition musicale Adzi Layeppa. Merci pour votre écoute.